Bonjour à toutes et à tous. Morgan Delso, donc conseiller juridique, statutaire. Heureux de vous retrouver pour cette, 4e, Jurévisio qui va porter, comme vous l'avez vu, sur la rupture conventionnelle. Bonjour à tous, Christiane Struyot, conseiller juridique statutaire, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur la rupture conventionnelle. Et bonjour à toutes et à tous, Émilie Bulto, responsable du service conseil juridique. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. On va être ensemble pendant 1 heure à 1 heure et demie. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation avec l'outil Q&R en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation, donc Q&R pour questions-réponses. N'hésitez pas à poser au fil de l'eau et il y aura un temps consacré d'environ 5-10 minutes pour après chaque partie. Et comme les fois précédentes, on vous propose pour celles et ceux qui le pourront, à la fin de la présentation, participer à un petit quiz en ligne pour tester vos connaissances. Cette session est enregistrée. Vous pourrez accéder librement au replay qui sera diffusé sur notre site internet dans les prochains jours, ainsi que le support de cette présentation. On s'excuse par avance s'il y a des micro-coupures qui interviennent au long de la présentation. C'est indépendant de notre volonté. On espère que ça ne sera pas trop handicapant. Eh bien, je vous propose sans plus tarder de débuter ce webinaire qui porte, comme mes collègues le disaient, sur la thématique de la rupture conventionnelle. La présentation qu'on vous propose se découpe en plusieurs parties. On verra qui sont les agents concernés par ce dispositif et à l'inverse, quels sont les agents exclus. On fera ensuite un point sur les différentes étapes à respecter au titre de la procédure. Un focus sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il conviendra de verser à l'agent. Et pour terminer, les autres conséquences qu'implique la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un agent. Je laisse la main à Christiane pour le début de la présentation. Donc, nous allons donc évoquer les différentes références juridiques afférentes donc à la rupture conventionnelle. Donc, tout d'abord, le Code général de la fonction publique, l'article 552.1, la loi de transformation de la fonction publique qui a instauré donc la rupture conventionnelle du 6 août 2019, le décret sur les agents contractuels, donc le 88-145, le décret 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, le décret 2019-1596 de la même date relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'arrêté du 6 février 2020 qui fixe les modèles de convention de rupture conventionnelle. Alors, en introduction, donc, la rupture conventionnelle est un nouveau cas de cessation de fonction qui est donc prévu par la loi de 2019 de transformation de la fonction publique. C'est un cas de cessation particulier qui se distingue des autres cas de cessation de fonction, notamment par exemple la démission ou le licenciement. Il est applicable depuis le 1er janvier 2020 seulement dans la fonction publique territoriale, tout en sachant que dans le secteur privé, ça existe déjà depuis 2008. La rupture conventionnelle, elle résulte d'un accord amiable, commun, libre, faisant l'objet d'une négociation entre l'agent public et l'autorité territoriale qui l'emploie, avec normalement un engagement de non-retour pendant une période de 6 ans. La rupture conventionnelle, donc en quelques chiffres, qui émanent notamment des rapports sociaux uniques de 2021, donc qui portent, on pourrait dire, je pense sur des chiffres de l'année 2020, c'est-à-dire la première application de la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale. Et on dénote, pour démarrer ce nouveau dispositif, à 1800 ruptures conventionnelles conclues. Avec, selon la répartition, 78% pour les fonctionnaires et 22% pour les contractuels. Donc, d'après les chiffres un petit peu plus affinés, on voit que ça touche principalement la catégorie C
et donc avec une forte prédominance d'un taux concernant les femmes, mais il faut savoir que les femmes représentent 61% des effectifs de la fonction publique territoriale. Donc, il faut toujours relativiser les chiffres. Les agents concernés, on va donc voir que tous les agents ne sont pas concernés. Donc, parmi les fonctionnaires, seuls les fonctionnaires titulaires sont bénéficiaires de ce nouveau dispositif. Et il faut préciser que donc, selon la loi de 2019, ce dispositif est prévu à titre expérimental seulement pour le moment et donc avec une échéance prévue à la fin de l'année, au 31 décembre 2025. Donc on n'a toujours pas de texte qui prévoit éventuellement donc l'organisation pérenne de ce nouveau dispositif. Il concerne donc les fonctionnaires titulaires dans certaines positions, la position d'activité qui inclut par exemple les congés de maladie ou la période de PPR, la mise à disposition, le détachement, le congé parental, la disponibilité discrétionnaire de droit ou d'office. Les agents à temps complet, temps partiel ou temps non complet sont concernés par ce dispositif et il y a des particularités en ce qui concerne les agents publics à temps non complet employés dans plusieurs collectivités, car selon le juge, la rupture conventionnelle devrait se faire dans l'ensemble des emplois occupés. Une question écrite de 2020 donc le précise, bien que les textes réglementaires ou législatifs n'en fassent pas état. En ce qui concerne les agents contractuels, seuls les agents contractuels de droit public en CDI, donc pas les CDD, sont concernés par ce dispositif et quant à eux, ce dispositif a été déclaré à titre pérenne. Il concerne les agents publics en CDI à temps complet, temps partiel ou temps non complet. Les agents exclus. Donc, deux types d'agents exclus, les fonctionnaires et les agents contractuels. Les fonctionnaires, donc on a dit que seuls les fonctionnaires titulaires sont concernés, donc ce qui exclut les stagiaires. Et les fonctionnaires qui ont atteint l'âge d'ouverture à une pension de retraite à taux plein. Et ensuite, les fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels en CDD ou CDI. En ce qui concerne les agents contractuels de droit public, sont exclus de ce dispositif les agents contractuels de droit public en CDD, les assistants maternels, les vacataires, les agents en CDI qui se trouvent dans certaines positions précisées à l'article 49 ter du décret 88-145, à savoir les agents publics en CDI en période d'essai et en cas de licenciement ou de démission, les agents en CDI qui ont atteint l'âge d'ouverture avec un droit à pension de retraite et qui donc justifient tout régime confondu d'une liquidation possible à taux plein, et les agents contractuels qui auraient par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui seraient détachés sur contrat. Y a-t-il des questions-réponses? Pas des questions d'ailleurs, pas les réponses. Effectivement, pas trop de questions pour le moment. On a une seule question à ma connaissance pour l'instant qui est posée par quelqu'un qui se demande pour un agent contractuel qui serait dans une collectivité X et qui serait fonctionnaire dans une autre collectivité Y, comment mettre en œuvre la rupture conventionnelle et du fait du coup qu'il soit dans ces deux collectivités distinctes? Alors, s'il est dans des collectivités distinctes, on pourrait supposer que s'il est contractuel, ça devrait être, en règle générale, ils sont plutôt en CDD. Donc, étant en CDD, il ne pourrait pas bénéficier d'une rupture. Il pourrait en bénéficier en qualité de fonctionnaire et rien ne me semble empêcher que la personne reste contractuelle dans une autre collectivité en CDD. Oui, effectivement, s'il est contractuel, enfin s'il est en CDD dans l'autre collectivité, ça Et serait sûrement notamment ça. que s'il est en contractuel dans une collectivité qui n'est pas rattachée à la collectivité principale. Après, on verra tout au long du webinaire qu'il y a, comment je dirais, des zones qui mériteraient d'être éclairées et que seule la jurisprudence ou alors la modification des textes actuels viendrait combler certains flous. Mmh. Ah et j'ai
Une précision concernant cette question où la personne m'indique que l'agent serait en CDI dans l'autre collectivité. Après, Dans cette on distingue 2 catégories dans la rupture conventionnelle: les fonctionnaires, et les agents contractuels. On dit que les fonctionnaires qui sont employés dans plusieurs collectivités ont une unicité de carrière, ce qui n'est pas le cas. On pourrait dire, même si on ne parle pas de carrière pour les agents contractuels, le fonctionnaire a une carrière, un grade, une évolution prévue, que ce soit dans une ou plusieurs collectivités, tandis que le contractuel est en CDI et les 2 situations ne sont pas reliées l'une à l'autre. Donc pour moi, les agents qui seraient employés dans plusieurs collectivités, où l'on verrait une radiation totale pour l'ensemble des emplois ne concerneraient, me semble-t-il, que les fonctionnaires. Pour moi, ils pourraient rester en CDI. Très bien. Il y avait une autre question qui était posée concernant l'initiative de la proposition de la rupture par la collectivité, mais ça, on va pouvoir l'évoquer dans la partie juste après, Oui, juste sur la procédure. là, on anticipe un petit peu, oui. Une autre question de quelqu'un qui se demandait, si la rupture conventionnelle peut concerner tous les agents quel que soit son grade ou sa catégorie hiérarchique. Alors effectivement, Ça la rupture conventionnelle figure donc dans le code de la fonction publique sous la dénomination de mobilité et transition professionnelle. Elle vise à permettre à tout à chacun, selon le principe déjà d'égalité et d'équité entre les fonctionnaires, à ce que tout fonctionnaire ou agent public puisse en bénéficier. On n'est pas comme dans le télétravail où il y aurait des postes qui pourraient être télétravaillés et d'autres non. La rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui nécessite donc déjà un accord commun des 2 parties, mais qui n'exclut aucune personne à partir du moment où elle remplit la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel de CDI, et c'est ouvert quelle que soit la catégorie de l'agent et quel que soit son grade. Donc on ne peut pas discriminer certains agents par rapport à d'autres. Très bien. Et ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions et puis si j'en ai oublié, elles seront de toute façon enregistrées et puis nous pourrons y répondre, ultérieurement, après le webinaire. Donc merci Christiane pour cette, introduction et cette première partie et puis nous allons maintenant pouvoir passer donc à la procédure, de la rupture conventionnelle un peu plus précisément. Tout d'abord donc pour la procédure, il faut noter que l'engagement de la procédure est à l'initiative de soit l'agent, soit, de l'autorité territoriale. Donc là, on apporte normalement une réponse à la question qui a été posée précédemment et en l'occurrence, c'est encadré par, l'article 2 du décret 2019, 1593 et l'article 49 quater du décret 88-145. Ça va être ces 2 décrets-là pour les agents contractuels et pour les fonctionnaires qui vont encadrer pour le coup la procédure de part en part. Les décrets précisent que le demandeur, qui doit être potentiellement donc l'agent ou l'autorité territoriale, doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre, contre signature. Et il est également précisé que quand la demande émane de l'agent, elle peut être adressée soit au service des ressources humaines de la collectivité ou l'établissement, soit directement à l'autorité territoriale. Ensuite, il est prévu que la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée, par l'agent ou l'autorité territoriale, ce qui signifie qu'il faut un accord, qui sera nécessaire entre les 2 parties et la rupture n'est pas un droit pour l'agent et sur ce point, il y a des jurisprudences qui ont pu le préciser, hem, avec l'autorité territoriale qui a pu rejeter la demande, de l'agent dans l'intérêt du service et sans que cette décision de rejet ait à être motivée. Là, c'est précisé, aussi par la jurisprudence. On a également une autre jurisprudence ici, donc le TA de Lyon, un TA de Lyon, pardon, qui précise également que l'agent ne peut pas invoquer un principe d'égalité de traitement, dans l'hypothèse où d'autres agents auraient pu bénéficier d'une rupture, conventionnelle précédemment et donc c'est à l'autorité territoriale d'apprécier au cas par cas, si elle veut accéder ou non à la demande de l'agent. Toutefois, il y a une obligation en la matière à respecter avant un éventuel refus, de demande de rupture conventionnelle et il s'agit de la réalisation d'un entretien préalable, avant tout rejet du coup.
qui est obligatoire et ça a été confirmé ici aussi par le juge administratif dans un théâtre de Nîmes de 2023 ici. Hem et ça la jurisprudence a également précisé que l'absence d'entretien serait un vice de procédure. Là, c'est le théâtre d'Orléans de 2023 également. Et une autre jurisprudence, non pas pardon, pas une jurisprudence, c'est les décrets en l'occurrence qui prévoient aussi qu'il est possible d'organiser plusieurs entretiens, ce qui va concrètement pouvoir être très utile, pour pouvoir, négocier et mettre en œuvre les modalités de la rupture conventionnelle. Concernant le premier entretien qui, comme je l'ai dit, est obligatoire, il est à noter que les décrets prévoient que cet entretien doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 jours francs et au maximum 1 mois après la réception de la demande. Nous avons ici indiqué un exemple illustratif avec, pour une demande de rupture qui serait reçue le vendredi 7 mars, un entretien qui pourrait avoir lieu à partir du 18 mars et jusqu'au lundi 6 avril, inclus. Bon, je vous laisse refaire éventuellement le calcul de votre côté, mais normalement ce sont les bonnes dates. Et concernant le délai à respecter pour cet entretien obligatoire, il a été jugé dans un arrêt de la CA de Marseille qui est indiqué, en bas de la diapositive, que la tenue de l'entretien à une date qui serait au-delà du délai, qui est prévu par les décrets, eh bien n'entraînerait pas pour autant un vice de procédure. Pour ce qui est maintenant des participants, à l'entretien, il est à noter qu'il existe une différence de formulation entre le décret, pour les contractuels, le 88-145 et le décret pour les agents fonctionnaires, hem, qui est donc le 2019-1593, pardon. Avec, le décret pour les agents fonctionnaires qui précise que l'entretien doit être conduit par l'autorité territoriale ou son représentant. Tandis que pour les agents contractuels, on a seulement une précision que, concernant le fait que l'entretien doit être conduit par l'autorité territoriale. On n'a pas le ou son représentant qui est repris et sur ce point, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il y a une telle distinction entre les 2 formulations, les 2 textes. Ça peut être une erreur ou un oubli entre les 2 textes, mais il semble que ça n'avait pas spécialement d'incidence, en l'occurrence. Il est aussi prévu, et c'est important, que l'agent peut se faire assister, au cours du ou des entretiens par un conseiller qui sera désigné par une organisation syndicale de son choix. Et là-dessus, il y a eu des précisions, concernant le fait que cette organisation peut être représentative ou non. En l'occurrence, ça a été notamment des précisions apportées par, une décision du Conseil constitutionnel qui doit indiquer, une décision de 2020, du 15 octobre 2020, qui est indiquée sur la diapositive. Hem Voilà, ensuite, concernant cette assistance par un conseiller, il est également précisé que l'agent doit informer au préalable l'autorité territoriale de cette assistance, mais pour autant, l'autorité territoriale n'a pas d'obligation d'informer l'agent de son droit à se faire assister au préalable. C'est ce qu'a retenu en l'occurrence le juge administratif dans un arrêt de la CA de Toulouse, mais il nous semble tout de même que bon, ça pourrait quand même être conseillé d'être fait concrètement. Et enfin, on a une obligation de confidentialité qui s'impose pour le conseiller, qui est prévu par les textes, par les 2 décrets et qui va concerner les informations relatives aux situations individuelles qui pourront être abordées, potentiellement du coup pendant les entretiens, le ou les entretiens qui auront lieu. Après nous passons, suite aux participants à l'entretien, nous passons à la forme et au contenu du ou des entretiens qui auront lieu. Là encore, c'est encadré, précisément, enfin avec assez de précision par les textes, qui précisent que, les entretiens, enfin le ou les entretiens doivent porter sur les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle, en premier point, mais également sur la fixation de la date de la cessation définitive de fonction, ainsi que le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les conséquences de la cessation définitive de fonction, avec ici, le texte qui précise que ça doit concerner notamment les droits en matière de chômage de l'agent, l'obligation de remboursement de l'indemnité et le respect des obligations déontologiques. Si plusieurs entretiens sont prévus ensuite, eh bien, le montant de l'indemnité, la date de cessation de fonction, ainsi que les conséquences de celle-ci, ne doivent pas pour autant obligatoirement être précisées dès le premier entretien. Là, c'est un TA de Rennes qui est venu le préciser et il précise également qu'en cas de refus de la demande de rupture par l'administration, eh bien,
ces mêmes éléments n'ont pas impérativement à être envisagés et à être précisés. Nous passons ensuite à l'élaboration de la convention de rupture et il est prévu ici que la convention doit prévoir les conditions applicables, dont le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de cessation de fonction. Toujours prévu par les 2 décrets 88-145 et le décret, 2019-1593. Et il est également à noter qu'il n'y a pas de délibération à prendre pour pouvoir signer une convention de rupture conventionnelle ou, plus globalement pour encadrer ces principes, il n'y a pas de délibération nécessaire. Ça a été précisé par une réponse ministérielle, à une question écrite de 2020. Néanmoins, il convient de s'assurer que concrètement, il y a les crédits nécessaires qui sont ouverts au budget de la collectivité ou l'établissement, sans quoi, la rupture ne pourra pas être mise en œuvre, pardon. Après cette élaboration de la convention, il convient de s'intéresser, à la signature potentielle du coup de la rupture, de la convention de la rupture et cette signature doit être faite par les 2 parties, ce qui paraît logique et comme indiqué sur la diapositive, il y a un modèle de convention qui a été, hem, mis en ligne, mis à disposition des employeurs publics, par un arrêté ministériel du 6 février 2020, sur lesquels donc il est possible de s'appuyer, pour préciser, pour prévoir la convention de rupture conventionnelle et elle sera normalement, accessible, je pense, suite à notre webinaire que ce soit dans la fiche statut ou, dans le support de la présentation. La convention ensuite doit être signée par les 2 parties avec le respect d'un délai d'au moins 15 jours francs, toujours précisé par les 2 décrets. Et ce délai, s'applique après que le dernier entretien ait eu lieu. Passé ce délai, il revient à l'autorité territoriale, de fixer la date de signature. Nous vous avons mis un autre exemple illustratif ici, avec, dans l'hypothèse où le dernier entretien, heu, aurait eu lieu un mardi, le mardi 25 mars, eh bien la signature de la convention ne pourrait avoir lieu avant le jeudi 10 avril. Et enfin, il est à noter que la transmission, de la convention, n'est pas nécessaire au contrôle de légalité et ça a été précisé là encore par une réponse à une question écrite qui avait été posée au journal officiel du Sénat. Sur la diapositive suivante, nous allons passer, hem, maintenant au délai de rétractation qu'il est important de pouvoir prendre en compte et en l'occurrence, il s'agit d'un droit dont disposent les 2 parties, pas uniquement l'agent et l'autorité territoriale peut aussi avoir recours à cette rétractation et ce droit court à compter en l'occurrence de la signature pour un délai de 15 jours francs, à compter de la date de la signature donc toujours cette notion de délai de jours francs à prendre en compte et pour se rétracter pendant ce délai, il faut que la partie concernée prévienne l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre avec remise en main propre contre signature. Là encore, c'est précisé par les textes. Ce délai de rétractation va donc avoir une incidence sur la date de cessation de fonction qui doit être fixée par l'autorité, territoriale, puisque cette date doit être fixée au moins un jour, la date de cessation de fonction après, l'échéance de ce délai de rétractation. Mais bon, évidemment en l'occurrence précisément la date de cessation de fonction peut être prévue plus tard, notamment pour, tenir compte des congés annuels, des RTT, repos compensateurs ou éventuellement du CET de l'agent s'il comporte des jours qui doivent être soldés. Nous avons également mis sur cette diapositive un autre exemple illustratif. Pour une signature qui aurait lieu de la convention, le jeudi 10 avril, il y aurait un délai de rétractation qui irait jusqu'au lundi 28 avril. Hem, on prend donc ici en compte le week-end qui va reporter la date du délai de rétractation et on aurait finalement une possibilité de fixer la date de cessation de fonction à partir du mardi 29 avril. Et la conclusion de cette procédure doit se faire, finalement par la prise d'un arrêté de radiation des cadres, s'il s'agit d'une rupture pour, un agent fonctionnaire et s'il s'agit donc d'une rupture pour un agent contractuel, ce sera un arrêté de radiation des effectifs
qui doit être accompagné de la transmission d'un certificat de fin de contrat. Nous en avons à peu près terminé avec la procédure et sur cette dernière diapositive, nous avons un schéma récapitulatif des différentes étapes que j'ai présentées et dont j'ai fait une lecture, un récapitulatif rapide. Tout d'abord, on reprend la première étape qui va être la décision initiale, qui va logiquement être la demande, comme nous l'avons évoqué, de l'agent ou la proposition de l'autorité territoriale. Les 2 parties peuvent être à l'origine de cette proposition. Ensuite, dans un délai compris entre 10 jours francs et 1 mois, il va convenir d'organiser un entretien obligatoire qui peut être suivi, comme nous l'avons vu, d'éventuels entretiens en complément. Suite à ce ou ces entretiens, 2 possibilités. Soit on va avoir un refus, bon, ce qui mettra fin à la procédure, mais ce refus doit être notifié à l'autre partie. Soit, 2e option, on a un accord, ce qui va pouvoir faire continuer la procédure donc et en cas d'accord, la signature de la convention doit avoir lieu après le respect du délai de 15 jours francs que nous avons également évoqué. Suite à la signature de la convention, on a donc le délai de rétractation qui va s'appliquer pour les 2 parties, également pour un délai de 15 jours francs. Et là encore 2 options, soit on a une rétractation de l'une ou l'autre des parties, ce qui va mettre fin à la procédure, soit pas de rétractation pardon, dans le délai imparti, de la part des 2 parties. Et dans cette hypothèse-là, on va donc arriver potentiellement à la cessation de fonction et donc à la prise d'un arrêté, soit de radiation, soit de fin de fonction, selon les cas. Voilà, je pense que nous en avons donc terminé avec cette partie sur la procédure applicable. Peut-être y a-t-il eu des questions, Christiane? Alors il y en a eu une particulière, très particulière, à savoir, dans le budget, la M57, à quel, article, doivent-ils être ouverts les crédits? Mmh. Alors là, Donc sur ça, ce c'est très particulier. Moi, j'ai regardé la M57, éventuellement, c'est pas l'ouverture des crédits, mais c'est en charge du personnel qui distingue les fonctionnaires et les contractuels. Et il semblerait que la rubrique 64, notamment 118, autres indemnités pour les fonctionnaires, et 64, 136 pour les contractuels, indemnités liées à une perte d'emploi. En ce qui concerne ces spécificités, je vous inviterai à consulter le plan de la M57 et à vous rapprocher, le cas échéant, du comptable public. Parce que là, effectivement, nous, on n'est pas spécialiste du tout dans la gestion comptable, notamment de la M57. ouais, effectivement et Et c'est la seule question que nous ayons eue sur la partie procédure. d'accord. Bon, on peut peut-être attendre quelques instants, mais peut-être que sinon c'est que c'était suffisamment, clair ou qu'il y avait pas de questions particulières, pas d'éléments qui je crois qu'il y a une nouvelle question qui est arrivée. Je la vois pas, attends, heu, non, je la Ah, vois pas. et ben, Si? en l'occurrence, c'est quelqu'un qui demande si on pourrait évoquer les raisons pour lesquelles, une collectivité Ah oui, pardon. aurait intérêt à accepter une demande de rupture alors qu'elle n'a pas particulièrement de raison de souhaiter le départ de l'agent. Heu, Ça va être à voir au cas par cas, mais effectivement, Aurait intérêt à accepter. Après je dirais c'est que à la collectivité d'apprécier. Effectivement, elle peut tout à fait refuser, et comme on l'a vu, sans pour autant avoir à le motiver, d'une manière ou d'une autre, la demande de rupture de l'agent si c'est sur sa demande. après c'est, il est difficile, je dirais, de garder un agent qui veut partir. Donc ça risque d'entraîner peut-être des relations conflictuelles et puis une démotivation de l'agent. Donc à essayer de faire le point sur l'agent, sur ses projets personnels ou professionnels, lui présenter éventuellement à ce moment-là peut-être d'autres types de cessation, ou définitives ou temporaires de fonction, par exemple une disponibilité ou à la rigueur une, démission. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation, d'accord de la collectivité.
Ouais, je réfléchissais, oui, je pense que tu bien complété ma réponse à la question. Ce seraient les différentes hypothèses qu'il faudrait évoquer avec l'agent, mais oui, il y a pas d'obligation dans tous les cas, ça c'est sûr. Bah, à première vue, est-ce que c'est une nouvelle question? Je précise. Ah oui, l'agent a dit que donc si on lui refusait, elle prendrait une disposition, ça doit être une Peut-être une disponibilité, disponibilité, oui. Mmh. Oui, probablement. ce qui est financièrement plus intéressant pour la collectivité. Alors une disponibilité, effectivement, ça pourrait être, disponibilité, oui, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'indemnité de rupture ni d'allocation chômage. C'est sûr, mais in fine, l'agent reviendrait, s'il fait ses 5 ans, mettons, de disponibilité qui est la limite, il va bien falloir qu'il réintègre la collectivité, au moins pour 18 mois. Donc dans tous les cas, ça peut être temporairement une solution, mais in fine, l'agent devrait bien revenir dans la Mmh. collectivité au bout d'un certain temps. Donc je sais pas si Oui, puis ça la exonère pas solution forcément la collectivité d'une charge éventuelle d'allocation chômage, voire de prise en compte des prestations de nature ou d'espèce si l'agent est en maladie ou en maternité, dans un délai d'1 an à compter, de la date à laquelle il, quitte pour une disponibilité. oui, également, oui. Après, bah, effectivement, c'est un accord commun, c'est pas un chantage, quoi. Donc là, est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait une dernière question qui Oui, portait sur les ARE, mais ça, je pense qu'on va le voir par la suite de la présentation, si je ne dis voilà, pas de on le verra bêtises. dans les conséquences de la rupture C'est ça. conventionnelle, mais on verra. Donc C'est dans là, les cadres des règles de droit commun. c'est ça. Voilà, Donc pour voilà. amorcer la réponse. Très bien et bah, si c'est bon pour les différentes questions autrement, je pense que nous allons pouvoir passer la parole à Émilie qui va présenter, un peu plus précisément l'indemnité de rupture. Merci Morgan. Je vous propose effectivement de poursuivre pour aborder la première et la principale des conséquences, qui est une conséquence spécifique à la rupture conventionnelle. Dès lors qu'il y a conclusion d'une rupture conventionnelle, l'agent a droit au versement d'une indemnité. Ce versement, il est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration, elle ne peut pas imposer à l'agent un montant d'indemnité qui serait égal à 0 € et d'ailleurs, ce montant, il ne peut pas être convenu, même avec l'accord de l'agent, se mettre d'accord sur le principe de la rupture pour que l'agent ait le droit au chômage. Vous verrez ça avec Christiane tout à l'heure plus en détail, mais l'agent renoncerait à l'indemnité auquel il aurait le droit. Ça, c'est pas possible. On va voir toutefois ensemble juste après qu'il y a quand même des exceptions selon la situation de l'agent, qui font que, en essayant de calculer le montant, de l'indemnité, en réalité, on va se rendre compte que, ce montant sera égal à 0. Mais sur le principe, l'autorité territoriale ne peut pas imposer un montant égal à 0 € et même si, l'agent est d'accord. Le montant, il est négocié entre l'employeur et l'agent, dans le respect de la réglementation. On va voir ensemble qu'il y a une fourchette à respecter. On vous a mis le lien, vers le simulateur de calcul qu'on vous propose afin de vous permettre d'anticiper la charge financière que pourrait représenter le montant de l'indemnité. Donc comme je le disais, le montant de l'indemnité, il va être compris, négocié dans une fourchette, entre un montant plancher et un montant plafond qui sont tous les 2 fixés par la réglementation. On vous a rappelé sur la diapositive, les règles précises de calcul. Le montant plancher, il va correspondre à une portion de mois de la rémunération brute par année d'ancienneté, et il y a différents paliers selon l'ancienneté de l'agent et ça va jusqu'à 24 ans d'ancienneté. Au-delà, on ne prend pas en compte. Pareil pour le montant plafond, c'est une portion de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté dans la limite de 24 ans d'ancienneté. Donc si demain, vous avez un agent qui a 30 ans d'ancienneté dans votre collectivité, par exemple, et qui vous demande une rupture conventionnelle, quand vous calculerez son indemnité, s'il y aura un plafonnement à 24 ans d'ancienneté. On ne tiendra pas compte des 30 années pour la rémunération. Donc justement, si on précise quelle va être la rémunération de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité. Le texte nous dit qu'il s'agit de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent
au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture. Par exemple, vous concluez avec un agent une rupture conventionnelle cette année, en 2025, quel que soit le mois, ça peut être aussi bien en avril qu'en décembre 2025. L'année civile de référence qui va vous servir de base au calcul de la rémunération, c'est le 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. C'est l'année civile, ce n'est pas une année glissante. Quels sont les éléments à prendre en compte quand on parle de rémunération brute? Alors déjà, c'est bien à distinguer du brut fiscal. Et donc, dans la rémunération brute, on prend en compte le traitement brut indiciaire, le SFT si l'agent le perçoit, l'indemnité de résidence, le complément de traitement indiciaire, la NBI, le régime indemnitaire, la JPA et l'indemnité compensatrice de hausse de la CSG. À l'inverse, sont exclus de l'assiette de calcul de la rémunération de référence toutes les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais. Si vous l'avez institué par délibération, ça va être par exemple le forfait mobilité durable. Ça concerne également les indemnités kilométriques qui sont versées aux agents dans le cadre qui se déplacent pour l'intérêt du service lors de missions. Et également la prise en charge partielle des abonnements pour les trajets domicile-travail. Également sont exclus, là c'est un petit peu plus à la marge, les primes et indemnités liées au changement de résidence, primo-affectation, mobilité géographique et restructuration, les indemnités d'enseignement ou de jury et les autres indemnités non liées directement à l'emploi. À noter 2 points importants qui nous ont été transmis par la DGCL et la DGAFP, donc qui restent soumis à l'interprétation du juge administratif, ne sont pas à prendre en compte dans la rémunération la participation employeur à la protection sociale complémentaire et les indemnités de coordination qui sont versées aux fonctionnaires CNRACL placés en disponibilité d'office pour raison de santé à l'épuisement des droits à congé de maladie. À noter que pour la fonction publique d'État, on a trouvé une note de gestion de l'armée de 2020 qui exclut de l'assiette de calcul l'indemnité forfaitaire des jours de CET, quand la collectivité permet la monétisation du CET par délibération et que l'agent demande à ce que les jours épargnés sur son CET lui soient payés sous la forme d'une indemnité. Quand la collectivité fait ce versement, le montant n'est pas pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération. Donc ça, c'est une règle qui existe pour l'État. Vu qu'il n'y a pas de règle qui existe pour la fonction publique territoriale, on aurait tendance à vous conseiller de faire une interprétation identique par analogie. On tient à présent à faire un focus assez important sur plusieurs cas particuliers sur lesquels on souhaite attirer votre attention. Les premiers, c'est le cas d'agent à temps partiel qui demanderait une rupture conventionnelle. Pour le calcul de la rémunération, on ne rétablit pas le traitement sur la base d'un temps plein. On laisse la rémunération telle qu'elle a été réellement perçue à temps partiel. Pour l'agent à temps non complet, c'est la même logique. On ne rétablit pas sur la base d'un temps complet. Si l'agent qui vous fait la demande de rupture conventionnelle a eu des périodes de congé de maladie avec du demi-traitement ou depuis le 1er mars des périodes à 90% du traitement, on ne rétablit pas. On ne rétablit pas les périodes. Les périodes par exemple, s'il y a eu du demi-traitement, les périodes de demi-traitement demeurent. On ne les rétablit pas fictivement à plein traitement. Un autre cas particulier, c'est celui d'un agent qui a eu une mobilité entre 2 employeurs publics, par exemple entre 2 collectivités. Si par exemple, vous avez un agent qui, à la fin de cette année, vous demande une rupture conventionnelle et que en fait, c'est un agent qui a été muté chez vous, courant de l'année 2024, vous ne prendrez pas en compte que sa rémunération perçue à partir du moment où il est arrivé chez vous. Donc s'il est arrivé en septembre 2024, vous ne prenez pas que la rémunération à compter de septembre 2024 jusqu'en décembre 2024. S'il était employé auprès d'un autre employeur public, vous prenez la rémunération du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Autre cas particulier sur lequel on souhaite attirer votre attention. Alors, il s'agit d'une interprétation qu'on vous propose. Je vais vous expliquer pourquoi on a ce raisonnement-là, mais il reste soumis à l'interprétation du juge administratif. La difficulté qu'on a sur la rupture conventionnelle, c'est comme vous l'avez vu avec Christiane, c'est un dispositif qui reste quand même relativement récent. Donc, on commence à avoir un petit peu de jurisprudence, surtout des tribunaux administratifs, mais c'est encore trop frais comme dispositif pour qu'on ait suffisamment de matière. Donc, sur certains éléments, on est obligé de prendre position et de proposer des interprétations. Donc là, on vous propose cette interprétation-là, mais qui reste soumise à l'interprétation du juge. Elle concerne le cas d'un agent qui a eu une régularisation de sa rémunération. On a 2 exemples différents à vous soumettre. Dans tous les cas, on part sur le principe d'une rupture conventionnelle qui serait signée courant de l'année 2025. Comme on l'a vu juste avant, s'il y a une rupture qui est signée en 2025, on se pose la question de regarder la rémunération brute perçue par l'agent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2024, l'année N-1. Là, quand vous faites ce travail-là, vous vous rendez compte que sur le bulletin de salaire de cet agent, pour le mois de mars 2024, en fait, il y avait une régularisation de sa rémunération, mais au titre de l'année 2023. En fait, c'était un agent, vous vous êtes rendu compte qu'il avait droit à une NBI et vous avez oublié de lui verser. Donc, ça concernait l'année 2023, mais au moment où vous vous en rendez compte, le temps de faire la régularisation, ça apparaît sur le bulletin de salaire de mars 2024. Dans cet exemple-là, nous, on considère que la régularisation, vu qu'elle a été effectuée au cours de l'année 2024, entre le 1er janvier et le 31 décembre, elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération de référence. À l'inverse, autre exemple qu'on vous propose, toujours rupture conventionnelle signée en 2025. L'agent en question, il était en congé maladie ordinaire toute l'année 2024. Et en courant 2025, il est passé devant le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical a rendu un avis favorable à sa demande de congé de longue maladie. Donc ça implique rétroactivement une régularisation de rémunération du fait de la bascule du CMO en CLM. Sauf que cette régularisation, elle intervient après l'avis du conseil médical, donc sur l'année 2025. Donc là, nous, on considère que vu que la régularisation, certes, elle est faite au titre de l'année 2024, l'année N-1, mais elle est concrètement, matériellement réalisée en 2025, donc on n'est plus sur l'année 2024, donc on ne la prendrait pas en compte dans l'assiette de calcul. Ça, cette interprétation, on la tient de la lecture qu'on fait de l'article 4 du décret 2019-1596, qui est le décret sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Cet article, il nous dit qu'on prend en compte la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile. C'est la notion de percevoir. Donc c'est pour ça qu'on distinguerait ces deux exemples. Il faut finalement que le versement ait eu lieu au titre de l'année N-1. Donc pour nos exemples, de l'année 2024. Deux autres cas particuliers qui nous semblent importants de porter à votre connaissance, qui concernent des cas de fonctionnaires en disponibilité. Le premier cas, c'est celui d'un fonctionnaire qui aurait été placé en disponibilité tout au long de l'année civile N-1. Dans ce cas, vu que vous le savez, quand un fonctionnaire est en disponibilité, par exemple dispo pour convenance personnelle, il ne perçoit plus de rémunération de la part de la collectivité. Sauf que pour calculer le montant de l'indemnité, il faut se baser sur la rémunération brute perçue par l'agent. Si cette rémunération brute égale à 0, forcément, tout votre calcul va être égal à 0. Donc là, on vous a mis un exemple d'un fonctionnaire qui bénéficie d'une rupture conventionnelle en 2025. Il est en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er septembre 2022. Donc, rupture en 2025, on regarde la rémunération perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Dispo convenance perso, rémunération égale 0 €, donc le montant de l'indemnité sera forcément égal à 0 €.
Donc ça, c'était pour la dispo, on va dire, plutôt discrétionnaire ou la dispo de droit. Une spécificité pour la disponibilité d'office pour raison de santé, la DORS, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, la DGCL et la DGAFP nous ont indiqué qu'il conviendrait de ne pas prendre en compte les indemnités de coordination. Donc ça reste soumis à l'interprétation du juge, parce que autant pour la dispo pour convenance personnelle, on a un TA de Versailles, donc on a un premier jugement, une première jurisprudence, même si ça reste qu'un TA. Là, c'est uniquement une interprétation des GCL et des GAFP. Elles ont le mérite d'exister, mais elles restent soumises à l'interprétation du juge. Donc un fonctionnaire qui bénéficierait d'une rupture conventionnelle en 2025, alors qu'il est par exemple placé en disponibilité d'office pour raison de santé depuis août 2024, vu qu'on nous dit qu'il ne faut pas prendre en compte les indemnités de coordination au titre du calcul de la rémunération de référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cet exemple-là, vous ne prendrez que la rémunération perçue par l'agent entre le 1er janvier et le 31 janvier 2024, c'est-à-dire avant son placement en DORS ayant entraîné le versement de l'indemnité de coordination. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'était par rapport au calcul de la rémunération de référence. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le calcul de l'ancienneté à prendre en compte. Il ressort de la lecture des textes qu'il convient de prendre en compte les services effectifs accomplis dans les 3 fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière. Et pas uniquement dans la fonction publique territoriale, et encore moins uniquement au sein de la collectivité qui emploie l'agent au moment où il demande la rupture conventionnelle. On prend en compte les services accomplis, que ce soit en tant que fonctionnaire titulaire, stagiaire, et en tant qu'agent contractuel de droit public. Ça, c'est la préfecture de Loire-Atlantique qui nous suggère cette interprétation, qui reste soumise à l'interprétation du juge administratif. On n'est pas à l'abri demain qu'un juge vienne restreindre la prise en compte des services effectifs et dise que c'est que les services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire ou en tant que fonctionnaire titulaire et stagiaire. Ou au contraire, qui validerait l'interprétation de la préfecture. Nous, on applique l'interprétation proposée par la préfecture tant qu'on n'a pas de jurisprudence qui nous dise le contraire. On prend en compte les services accomplis en position d'activité, détachement, surnombre ou prise en charge par le CDG CNFPT. La DGCL a précisé qu'on ne prend en compte que les années complètes. Donc quand vous allez faire votre calcul, vous allez additionner toutes les durées de service effectifs. Vous allez voir quel montant total vous allez obtenir. Si vous n'obtenez pas un nombre entier d'années, il va falloir arrondir. Donc là, nous, dans l'exemple qu'on vous propose, si vous aboutissez à une ancienneté de 3 ans et 7 mois, vous ne retenez que 3 ans, puisque les 7 mois ne constituent pas une année complète. A priori, sous réserve de l'interprétation du juge, sont exclus de la prise en compte des services effectifs les services accomplis en tant que contractuel de droit privé, par exemple les périodes d'apprentissage, ainsi que les périodes de congé parental et de disponibilité, y compris dans le cadre d'une disponibilité pour élever un enfant. Donc on a vu comment calculer la rémunération de référence, comment prendre en compte l'ancienneté de référence. Une fois que vous avez ces 2 éléments, ça vous calcule le montant de l'indemnité. Et là se pose maintenant la question du versement de cette indemnité. Le texte, il est silencieux sur le délai de versement de l'indemnité. À titre d'aiguillage, on a une première jurisprudence tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de 2022 qui a validé un versement de l'indemnité qui est intervenu 2 mois et 23 jours après la date de rupture. Le juge, l'agent contestait, il considérait que c'était un délai déraisonnable et le juge, lui, considère que compte tenu des règles de la comptabilité publique, ce délai d'un petit peu plus de 2 mois est raisonnable. Donc ça peut vous donner une idée à peu près du délai de versement de l'indemnité. Pour revenir sur le cas particulier dont parlait tout à l'heure Christiane, celui des fonctionnaires titulaires à temps non complet qui sont employés auprès de plusieurs collectivités ou établissements publics.
Dans ce cas-là, l'indemnité de rupture, le gouvernement nous a dit dans une réponse ministérielle, elle est versée par chaque employeur en fonction de la quotité de travail. Si par exemple, vous avez un agent qui est à 14,35e dans la commune X et à 14,35e dans la commune Y, le montant total de l'indemnité qui aura été calculé sera divisé en 2, vu que la quotité, là, pour l'exemple que je vous donne, est identique. Un focus très rapide, parce que là, c'est très technique, sur le régime social et fiscal de l'indemnité. Vous aurez plus de détails dans la fiche statut qui sera accessible sur notre site internet. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête pour le régime social, c'est que il y a un dispositif d'exonération ou d'assujettissement aux cotisations sociales et au CSG-CRDS qui va varier selon le montant de l'indemnité. À titre indicatif, on vous a mis les montants d'indemnité pour l'année 2025. Pour le régime fiscal, c'est la même logique. Soit l'indemnité sera exonérée d'impôt sur le revenu, soit elle sera partiellement soumise à l'impôt sur le revenu. Tout ça, ça va dépendre du montant de l'indemnité de rupture. Alors, avant de conclure, un focus important sur une obligation qu'il est important d'avoir en tête en tant qu'employeur et encore plus en tant qu'agent qui bénéficie d'une rupture conventionnelle, c'est l'obligation de remboursement qui est prévue dans la réglementation. Le texte prévoit en effet le remboursement par l'agent s'il est dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle recruté en tant qu'agent public dans certaines structures. Donc agent public, ça veut dire aussi bien recruté en tant que fonctionnaire qu'agent contractuel de droit public. Là, on va attirer votre attention puisqu'à la lecture très précise des textes, on s'est rendu compte que les règles étaient différentes selon les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. Alors, on ne sait pas si c'est un oubli du législateur ou du gouvernement dans la rédaction des textes quand ils ont rédigé le texte pour les fonctionnaires et ensuite quand ils ont modifié le décret 88-145 pour les contractuels. On ne sait pas si c'est un oubli ou si c'est volontaire, mais quoi qu'il en soit, si on applique strictement les textes, les règles sont un petit peu différentes selon les fonctionnaires et contractuels. On va voir ça ensemble juste après. Par contre, la règle est identique pour les fonctionnaires et contractuels. L'obligation de remboursement, si l'agent est dans un des cas de figure, c'est dans les 2 ans qui suivent le recrutement. Par contre, si l'agent est recruté par une autre collectivité territoriale que celle qui figure dans les cas d'exclusion, là, il n'y a pas d'obligation de remboursement par l'agent. C'est une liste limitative prévue par les textes. Et donc justement, je vous propose qu'on voit ces cas ensemble. Alors, on a essayé de faire le plus simple possible pour votre compréhension. Vous avez 2 encadrés différents. Le premier encadré qui est en jaune, ça, ce sont les cas de figure qui concernent les fonctionnaires et les agents contractuels. Si l'agent est dans un de ces cas de figure, qu'il soit fonctionnaire ou agent contractuel, il y aura l'obligation de rembourser. On va voir ensemble plus en détail. Le deuxième encadré qui est juste en dessous, l'encadré violet, lui, il n'est à la lecture stricte des textes prévu que pour les fonctionnaires. On ne retrouve pas ces dispositions similaires dans le décret 88-145. Donc si on va plus dans le détail, les textes nous disent que l'agent il doit rembourser s'il est recruté dans les 6 années qui suivent la conclusion de la rupture conventionnelle en tant qu'agent public. Et là, on trouve nos différents cas de figure. Donc pour les fonctionnaires et les agents contractuels, remboursement si recrutement dans les 6 ans au sein de la même collectivité territoriale. Par exemple, une rupture conventionnelle signée avec la commune D, dans les 6 années qui suivent, l'agent est de nouveau recruté par cette même commune, obligation de rembourser. Également obligation de rembourser si l'agent est recruté auprès de tout établissement public en relevant. Toujours la rupture signée avec cette même commune D, et là dans les 6 ans, l'agent il est recruté non pas par la même commune, mais par le CCAS qui est rattaché à cette commune. Obligation de remboursement. Troisième cas de figure, le recrutement par
un établissement public auquel appartient la collectivité territoriale. Donc là, c'est toujours notre point de départ, la commune. Et dans les 6 ans qui suivent la signature de la rupture conventionnelle, l'agent il est recruté par la communauté de communes ou communauté d'agglo dont la commune est membre. Donc ça, c'était les cas applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public. À présent, 2 cas spécifiques qui ne concerneraient à la lecture des textes que les fonctionnaires. Obligation de rembourser si recrutement dans les 6 années au sein du même établissement public. Par exemple, l'employeur initial, c'est une communauté de communes, et dans les 6 années qui suivent, l'agent est de nouveau recruté par cette même communauté de communes. Obligation de rembourser. Deuxième cas de figure, remboursement si l'agent est recruté auprès d'une collectivité territoriale, membre de cet établissement public. On se base encore sur l'exemple d'une communauté de communes employeurs, signature d'une rupture conventionnelle avec cette Comcom. Dans les 6 années qui suivent, l'agent est recruté par une commune membre de cette communauté de communes. Là, le fonctionnaire, il est obligé de rembourser l'indemnité qu'il a perçue. Alors vous allez nous dire comment, en tant que nouvel employeur, on peut savoir si l'agent qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle entre dans les cas de remboursement. Le texte, il prévoit un dispositif d'attestation sur l'honneur. Et là encore, c'est pareil, le texte est rédigé volontairement ou pas d'une manière différente entre les fonctionnaires et les agents contractuels. Pour le fonctionnaire, le texte nous dit que préalablement à son recrutement, le candidat, pour occuper un emploi en qualité d'agent public, si cet emploi concerne une administration de l'une des 3 fonctions publiques, donc État, territorial, hospitalière, il doit adresser à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur, comme quoi il n'a pas bénéficié dans les 6 années précédant son recrutement d'une indemnité spécifique qui rentre dans les cas qu'on vient de voir ensemble de remboursement. Donc là, le périmètre, c'est recrutement au sein d'une administration de l'une des 3 fonctions publiques. Pour le contractuel, le périmètre, il est beaucoup plus restreint quand on lit strictement le texte. Là, les règles, elles sont les mêmes. Obligation de transmettre une attestation sur l'honneur, mais uniquement si l'agent est candidat à occuper un emploi dans une collectivité territoriale. Donc là, on n'est plus sur un périmètre État territorial hospitalière, et on n'a même pas la notion d'établissement public territorial. On est juste sur la notion de collectivité territoriale, donc par exemple une commune. Donc à la lecture stricte des textes, le périmètre est plus restreint. Après, est-ce que le juge fera une lecture plus extensive? Ça, c'est un point d'interrogation. Et c'est sur ce point d'interrogation que je conclus cette partie qui était technique et longue sur l'indemnité de rupture conventionnelle. J'espère que ça aura été suffisamment clair. Et puis sinon, on est prêt à prendre vos questions pour essayer d'y répondre. Oui, effectivement, il y a eu quelques petites questions. Alors, une première question auquel je crois que tu as partiellement répondu, mais pour les années d'ancienneté, est-ce qui enfin, les années d'ancienneté, pardon, sont-elles, celles en tant que fonctionnaire, toutes collectivités confondues? Et si oui, est-ce qu'il faut prendre, ces années dès la stagiarisation de l'agent? Oui, effectivement, c'est bien l'ancienneté dans les 3 fonctions publiques et sous réserve de l'interprétation du juge, en tant que contractuel de droit public, stagiaire, fonctionnaire stagiaire et fonctionnaire titulaire. On avait également une seconde question. C'était pour une collectivité qui verserait une, prime, annuelle de fin d'année qui aurait été intégrée dans l'IFSE. La personne se demandait, si elle est intégrée du coup dans la rémunération brute pour le calcul d'indemnité. Là aussi, je crois que tu l'as Ouais. partiellement abordé. C'est du régime indemnitaire, c'est de l'IFSE, c'est du RIFSEP, donc c'est du régime indemnitaire, donc c'est intégré dans l'assiette de calcul de la rémunération de référence. Par contre, si c'est ancienne prime de fin d'année, là, on n'est plus sur du régime indemnitaire. On est sur de l'avantage collectivement acquis, et là, pour le Oui. coup, ça semblerait exclu. Il faudrait une précision par le juge administratif, mais là, ma réponse serait différente. D'accord. Il y avait également une troisième question.
quelqu'un qui se demandait si un fonctionnaire a bénéficié d'un contrat de 3 ans en qualité de contractuel, du coup, avant sa titularisation. Est-ce qu'il faut bien prendre en compte ces 3 ans de contrat? Oui, Oui. donc oui, on prend en compte les services accomplis en tant que contractuel de droit public, tout à fait. Ensuite, c'était une autre question qui est plutôt sur la fin de ta partie. Oui. La personne demandait pour quelqu'un qui serait partie de la collectivité s'il fallait vérifier tous les ans la situation de l'agent. Hem, C'est pas prévu par les textes. pas prévu, oui. C'est pas comme pour le fonctionnaire qui part en dispo et qui doit transmettre tous les ans ses éventuels contrats pour la prise en compte de l'avancement. Là, c'est une obligation de transmission annuelle. Mais là, pour la rupture, on n'a pas de dispositif équivalent de prévu. Très bien. Et ben, je pense que c'est à peu près tout. Là, je vois que il y a une dernière question qui a Ouais. été posée qui est assez longue. Alors je vais essayer de la résumer. La personne se demandait pour un d'accord, c'est un exemple de calcul, Ah, pour quelqu'un qui aurait 37 ans d'ancienneté, donc déjà, ah. il y a peut-être un Alors déjà, les 37 ans d'ancienneté, on ne prendra pas 37 ans. c'est ça. C'est plafonné à 24. La personne se demandait si la rémunération annuelle de l'année ah oui, c'était peut-être par rapport à la méthode de calcul et sur le fait qu'il fallait calculer par l'indemnité par palier, Ouais. en fonction Bah, des années, mais ça c'est repris, je pense, dans je la pense que là, le mieux pour la personne qui a posé la question, ça sera de faire la simulation à l'aide de notre outil, notre tableau Excel, notre ouais, simulateur de calcul. Vous aurez juste à rentrer les données et il va tout vous calculer. Et comme ça, vous aurez la simulation précise en temps réel entre le montant plancher et le montant plafond. Et ça vous donnera la fourchette entre laquelle vous pouvez négocier le montant de l'indemnité pour ce cas bien particulier. très bien. Et c'était toutes les questions qu'il y avait, il me semble. D'accord. Il y a une autre question qui vient d'arriver, à l'instant. Quelqu'un qui se posait des questions sur la comparaison, le comparatif entre une rupture conventionnelle, hem et Dispo. la disponibilité, mais oui, ça, du coup, c'est Bah, comme l'a dit Christiane tout à l'heure, la tout à l'heure. différence, c'est que dans les 2 cas, il y a alors, la différence, c'est qu'il y a l'indemnité de rupture pour une rupture conventionnelle, alors que la dispo, il y a pas d'indemnité de départ, vu que c'est pas un départ. La rupture conventionnelle, vous allez le voir là dans quelques instants avec Christiane, ouvre droit aux allocations chômage. La dispo en tant que telle, non, sauf si l'agent demande sa réintégration et que vous pouvez pas le réintégrer et là, il y a droit au chômage. Mais financièrement, dès lors C'est qu'il n'y a vrai pas que d'indemnité, il y a enfin, c'est pas comparable en fait les dispositifs. Il y en a un qui est cessation définitive, l'autre c'est une cessation temporaire. c'est qu'elle ne perd pas la qualité de fonctionnaire et de son concours. Et oui, effectivement, et puis s'il y a des questions effectivement complémentaires, comme la personne a une question, ça pourrait faire l'objet de d'échanges, ultérieurs ou si la personne a des questions sur le sujet, sur la dispo, et effectivement, Christiane va aborder un peu plus en détail les effets notamment de la rupture, donc peut-être que ça apportera aussi des éléments de réponse. Et notamment concernant les ARE, je crois qu'il y a une nouvelle question qui a été posée là-dessus, mais ça va être, Ouais, ça va être la partie de Christiane, effectivement. c'est ça. Voilà, je sais pas si on a le temps, je vois qu'il y a d'autres questions, d'autres éléments qui arrivent. Est-ce qu'on a le temps encore? On Non. peut en prendre une dernière et puis après je laisse la main à Christiane pour la suite. Mmh, oui, effectivement, il y a une question, quelqu'un qui demande: «Comment fait-on pour savoir qui peut demander le remboursement?» Je pense que c'est ça que la personne voulait dire. Ça va être le à part l'attestation sur l'honneur, Oui, qui est une obligation pour l'agent. Donc c'est-à-dire que si l'agent ne fait pas cette attestation sur l'honneur, il manque à une obligation professionnelle. Donc il est censé, alors, bah, connaître la réglementation, mais quand il signe, la convention, ça fait partie des règles qui lui sont indiquées dans les conséquences de la rupture, comme vous l'avez vu avec Morgan tout à l'heure, les règles d'obligation de remboursement et donc l'établissement d'une attestation. Ça, c'est les règles qui sont communiquées à l'agent lorsque la rupture conventionnelle est conclue. Donc l'agent connaît son obligation et il doit la respecter. Mais effectivement, la réglementation, à part cette obligation qui vient de la bonne volonté de l'agent de faire cette attestation, finalement, ça reste assez compliqué pour la collectivité.
d'exercer un contrôle. Enfin, c'est pas prévu en tout cas. J'ai oublié de mettre le son. Oui, je disais après, par rapport à la question comme elle est posée, on a l'impression qu'il y a un recrutement dans une autre collectivité. Donc, si c'est une autre collectivité qui n'a pas de rapport avec la collectivité d'origine où a eu lieu la rupture conventionnelle, il n'y a pas de remboursement. Oui, c'était le TA de Strasbourg, je crois qu'on a vu, dans une slide précédente. Il faut que ça soit bien dans un des cas d'exclusion, donc encadré jaune ou encadré violet, de la slide précédente. Sinon, c'est Voilà, il de y a la pas fiche d'obligation de 38. remboursement. Oui, s'il n'y a pas de lien, il n'y a aucun remboursement. Oui, on est bien d'accord. On est Et bon donc voilà, pour les ouais. je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui avaient été posées, donc on va pouvoir passer à la suite. Bon, ben, on te laisse la main, Christiane, pour la dernière Voilà. partie. Donc la dernière partie, donc on va voir de façon très générale, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans le calcul ni la durée des, par exemple, des ARE, hein, les autres conséquences sur la situation administrative de l'agent. Donc effectivement, une personne posait la question, bah, quelle est la stratégie entre la rupture conventionnelle ou par exemple une disponibilité, hein, les incidences, bah, c'est éventuellement l'agent à effectuer déjà cette recherche et de voir éventuellement avec son service des ressources humaines, puisque les conséquences ne sont pas les mêmes. Une disponibilité, par exemple, eh ben, on conserve la qualité de fonctionnaire, même si c'est facile de partir, donc de retrouver une réintégration, ça l'est un petit peu moins, mais l'avantage, c'est que l'on conserve, par exemple, si on est rédacteur, la validité de son grade et de son concours. Tandis qu'une rupture, si on est rédacteur, il faut repasser le concours de rédacteur. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, dans un premier cas, on va voir déjà les conséquences donc, par rapport à la carrière de l'agent, c'est-à-dire que si une rupture conventionnelle est décidée suite à la demande de l'agent ou la proposition de la collectivité et qu'il n'y a pas eu de rétractation dans le délai de 15 jours suite à la convention, ça va mener à une radiation définitive par rapport à la collectivité employeur. Donc, le fonctionnaire, on dit qu'il est radié des cadres et l'agent contractuel radié des effectifs. Pour les agents qui ont donc plusieurs emplois publics, ça a été juste précisé par une réponse ministérielle. Et donc, où il semblerait que donc pour notamment un fonctionnaire pardon, qui est employé dans plusieurs emplois, il serait radié de l'ensemble des emplois. En ce qui concerne les congés annuels et RTT, donc il faut faire attention parce que donc on a vu que, l'entretien permet de fixer une date de cessation de rupture conventionnelle et que cette date devrait normalement tenir compte déjà, de la situation de l'agent au niveau de ses congés annuels, RTT, voire CET. Donc, devrait notamment, en fonction de l'organisation du service, solder, c'est-à-dire prendre ses congés annuels et RTT avant la date de cessation envisagée. Et dans l'impossibilité, de poser ses congés annuels ou RTT avant la cessation de fonction, ce qu'il faut voir, c'est que les incidences ne sont pas anodines puisque les jours de RTT, s'ils ne peuvent pas être posés, sont perdus. Donc déjà, ça serait cela en priorité, à prendre en compte pour la date de cessation. Et en ce qui concerne les congés annuels, dans le cas où éventuellement, l'intérêt du service ne permet pas la pose des congés annuels, alors une indemnité, de paiement des congés annuels non pris serait possible, tant en ce qui concerne les fonctionnaires que les agents contractuels. En matière de CET, il va falloir distinguer si la collectivité donc a délibéré en vue d'une monétisation possible du CET ou n'a pas monétisé le CET. Si la monétisation est prévue dans la délibération, donc il y a 2 situations. Quel est l'état du CET de l'agent? A-t-il plus de 15 jours ou moins de 15 jours? Si, le CET va de 0, enfin de 1 plutôt, jusqu'à 15 jours, ces 15 jours-là doivent être posés, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être payés. Le paiement ne peut se faire qu'à partir du 16e jour épargné ou éventuellement l'agent peut aussi décider de porter, ces, jours-là au titre de la RAFP en ce qui concerne les fonctionnaires du régime spécial, donc de la CNRACL. Si la monétisation n'est pas prévue, l'agent doit poser ses jours de CET sous forme de congé, car ceux-ci ne pourront pas être rémunérés.
Donc c'est vrai qu'au moment de la convention, il faut que, les ressources humaines de la collectivité fassent le point et puis essaient aussi de dire, bah, cette date-là n'est pas possible parce que sinon vous perdez les congés. Donc si après il y a un accord commun sur la date de cessation de fonction pour essayer que l'agent puisse poser à la fois ses congés annuels et ses RTT. Donc, comme on l'a dit précédemment, la rupture conventionnelle, bien qu'elle soit décidée par l'une ou l'autre des parties, mais qui donne lieu à un accord commun, c'est considéré comme une perte malgré tout, on pourrait dire involontaire d'emploi, qui ouvre donc droit aux allocations chômage, sous réserve bien sûr que l'agent public déjà s'inscrive, au niveau de France Travail et remplisse les conditions d'ouverture. La charge du versement, est différente selon les fonctionnaires et les agents contractuels. Les fonctionnaires ne relevant pas, de l'UNEDIC, les allocations chômage sont à la charge de la collectivité selon les règles applicables du droit commun des allocations chômage. Pour les agents contractuels, ça va dépendre si la collectivité est ou non en auto-assurance. Si elle relève, comment, de l'UNEDIC, ça sera l'UNEDIC qui versera donc, les ARE. Si l'indemnité de rupture conventionnelle est supérieure à un certain montant qui est prévu par la réglementation, il y aura donc un différé de versement dans l'indemnité des ARE pour la partie de l'indemnité qui est donc supérieure au montant plancher. Cela a été indiqué dans une réponse ministérielle de 2021 et précisé dans le guide du chômage de la DGAFP. Les autres conséquences, donc la protection sociale pour notamment un fonctionnaire CNRACL, donc un agent qui, aurait fait une rupture conventionnelle et donc, comment? Qui n'aurait pas repris une activité ou qui n'aurait pas acquis suffisamment de droits pour avoir le droit aux prestations de la CPAM, reste, on pourrait dire, «affilié» entre guillemets au régime de protection antérieure et donc, la collectivité, dans ce cas, devra verser en lieu et place de la CPAM les prestations en nature et en espèces pour la maladie, la maternité, l'invalidité et le décès, dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture. Donc, vous voyez, ce qui veut bien dire que la rupture conventionnelle, même si l'agent est radié des cadres, perd la qualité de fonctionnaire, perd la qualité de son concours, il en demeure pas moins qu'il y a certains événements qui le lieront malgré tout encore à la collectivité pendant une période d'un an et cette obligation, de la collectivité de verser des prestations, s'applique et normalement il n'y a pas de dérogation. Donc il y a-t-il des questions-réponses sur cette partie? Eh bien, pour le moment, il y en a pas particulièrement. On va avoir, quelques secondes peut-être d'attente pour, voir s'il y en a qui arrivent au fur et à mesure, Voilà, donc ce mais qui est pas pour le important, c'est moment. que pour un agent, bah, lorsqu'il décide par exemple une rupture conventionnelle, c'est qu'il estime déjà, bon, si je démissionne, qu'est-ce que ça entraîne? Je perds ma qualité de fonctionnaire, je perds mon concours, normalement, j'ai pas le droit aux allocations chômage. Peut-être au bout de 121 jours d'inscription au chômage, si je demande le réexamen, je peux éventuellement avoir le droit des ARE. Tandis que la rupture conventionnelle, on peut dire, si l'indemnité, de rupture n'est pas très élevée, j'aurai le droit des ARE tout de suite dans le cadre des durées, des règles communes de l'UNEDIC et en fonction de mon âge. Après, si je suis en disponibilité, heu, je ne touche pas d'ARE. Heu, je peux éventuellement, m'inscrire au chômage, mais si je ne demande pas ma réintégration, je ne pourrai pas percevoir d'ARE de la collectivité territoriale ou si, j'ai travaillé dans le privé, et que je n'ai pas ouvert de droit aux ARE et que je n'ai pas demandé ma réintégration suite à ma disponibilité, je n'aurai pas non plus droit à des ARE. Donc il y a des incidences, particulières. Donc on parlait des prestations, donc je suppose que la question concerne les prestations, comment? Espèces et nature. Espèces, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui sera en maternité suite à une rupture conventionnelle est couverte pendant une période maximum d'un an et que, par exemple, l'indemnité journalière, liée à la maternité qui serait versée par la CPM, cette somme-là serait, celle qui devrait être versée par la collectivité publique.
Et il y avait une dernière question qui est arrivée, avec quelqu'un qui demandait, s'il y avait un échec de la procédure de rupture conventionnelle et qu'on passait à un licenciement pour insuffisance professionnelle, s'il y aurait des ARE. Bon, c'est pas trop le thème de notre présentation, mais dans la mesure où ce serait une cessation de fonction, hem, Bah, de toute manière, tout licenciement, oui, normalement, sauf, erreur, donne droit aux ARE. Donc une rupture conventionnelle, il y a une indemnité et des ARE et dans certains cas de licenciement, donc là ça ne me vient pas à l'esprit en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle, dans certains cas, de licenciement, parfois il n'y a pas forcément une indemnité, mais il y a des ARE. Donc il y a justement, c'est ce que je disais, c'est à poser les différents dispositifs et de savoir celui-ci permet le versement d'une indemnité et des ARE, celui-ci ne permet pas une indemnité mais prévoit une ARE et après comme la rupture conventionnelle, c'est un commun accord, après ça dépend si la collectivité, va accepter ou pas la rupture conventionnelle. Ou alors si par exemple il y a un licenciement pour insuffisance professionnelle, peut-être que, si l'agent ne veut pas avoir cela sur son CV, pourrait-il, en lieu et place essayer de négocier en tant que possible, plutôt une rupture conventionnelle qui serait peut-être moins négative, je dis bien peut-être, sur un CV. très bien. Et il ne semble pas y avoir d'autres questions, donc on va peut-être pouvoir conclure, cette présentation. Oui, effectivement, a priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc on vous propose de conclure ici la partie présentation, la partie théorie du webinaire. On vous remercie de votre participation et des nombreuses questions que vous avez posées, qui étaient toutes très intéressantes. On va établir une foire aux questions qui sera accessible sur notre site internet à partir de nos échanges. Pour celles et ceux qui auraient encore un petit peu de temps, devant eux, on vous propose de rester connectés encore quelques minutes pour, tester vos connaissances, avec le quiz en ligne qu'on a élaboré. Et puis sinon, on vous retrouve avec plaisir, pour le prochain webinaire qui est prévu, à la fin de l'année 2025, début décembre, le 9 décembre.